Zulf Lawan, bienvenue dans Graffiti. Pour ce présent numéro, il sera largement question de littérature, de poésie, de Malek Haddad, de Constantine et d'autres belles choses. Et pour cela, j'ai l'honneur et le grand plaisir de recevoir l'écrivain et universitaire Jamal Ali Khouja. Jamal Ali Khouja, bienvenue dans Berbère Télévision. Je vous remercie de m'avoir d'abord invité, et je suis très heureux d'être ici. Nous aussi, nous sommes heureux de discuter un moment avec toi. On va se tutoyer à l'algérienne. Et donc, on commencera par parler de ce roman Constantine l'ensorceleuse, donc sorti aux éditions du Panthéon en France. Il était déjà publié en Algérie sous le titre La Menthe religieuse, n'est-ce pas? Oui. Alors, ce roman, c'est quoi? Oui. Est-ce que tu veux d'abord que je te parle un peu de ma vie? Si tu veux, bien sûr. Je commence. Oui, bien sûr. Je vais parler un peu de ma vie. Bien sûr. Oui. Alors, je suis issu d'une famille d'enseignants. Très bien. Très bien. Et d'écrivains aussi, parce que Malek Haddad est mon oncle. Et très très jeune, écrire était ma vocation. À cette époque-là, bien entendu, je dévorais de nombreux romans. Et bien entendu, c'est tout ce fruit-là qui a contribué finalement à faire de moi quelqu'un peut-être de bien. Alors, j'ai énormément été influencé par Malek Haddad d'abord. Bien sûr, l'immense Malek Haddad. Oui, par Malek Haddad, qui m'a apporté finalement, qui m'a appris d'abord à écrire, avec bien entendu son papa, oui. Slimane. Slimane qui était instituteur lui aussi, oui, n'est-ce pas? Instituteur, oui. Très bien. Instituteur, bien entendu. Avec eux, bien entendu, j'ai eu cette rigueur, et avec Malek Haddad, un peu cette prairie de poésie, de douceur et de poésie, oui. Alors très très jeune, très adolescent, j'ai été influencé par, bien entendu, Malek Haddad, par aussi Mohamed Dib. Oui. Par Mohamed Dib, et je pense pas particulièrement à la première trilogie, intitulée Algérie, avec La Grande Maison, L'incendie, le métier à tisser, mais sa seconde trilogie, sa trilogie réaliste, avec bien entendu Qui se souvient de la mer, Cours sur la rive sauvage et La Danse du Roi. Alors La Danse du Roi m'a énormément influencé. C'est bien entendu les lendemains de guerre qui ne chantent pas. Les héros qui ont combattu se retrouvent dans les premiers matins de l'indépendance, les mains vides, ils ne sont pas reconnus. Et le personnage qui m'a beaucoup influencé pour mon roman La Menthe religieuse ou Les sourires gelés, version remaniée et recorrigée, avec une réécriture bien entendu, ça a été le personnage de Wassem, ce fou de Dieu, celui qui était possesseur d'une histoire qui se trouve au lendemain de l'indépendance, déchu, totalement déchu. Sur sa tête, une couronne, une boîte de sardines, une boîte de conserve, et dansant, une danse bien entendu assez folle, frénétique, sur un horizon qui s'ouvre sur un tas d'immondices. D'où ce thème du fou que je reprends dans le personnage du fou, du névrosé dans la menthe religieuse et dans Les sourires gelés. Alors l'autre roman qui m'a beaucoup et que j'ai beaucoup apprécié, ça a été bien entendu Le village des asphodèles de Ali Boumadi. Oui. Ce jeune adolescent, assez turbulent bien entendu, issu d'un milieu bourgeois, qui part sur Paris, qui retourne bien entendu, et les retours sont souvent désolants. Et bien entendu, son père, qui jadis était un personnage terrien, gros propriétaire terrien, s'est vu au lendemain de l'indépendance dépossédé de ses terres. Personnage déchu.
C'est l'époque de Bembella ou bien de Boumedienne? De Boumedienne. Ça, c'est l'époque de Boumedienne. Ça m'a beaucoup impressionné, ça, oui. Et le père, bien entendu, qui ironiquement, il va avoir, bien entendu, le repas des adieux. Le père va tenter de retenir son fils, pas le laisser partir vers la France, vers un ailleurs incertain. Il va essayer de le retenir. Il va lui dire, regarde, ta mère, elle est à la cuisine, elle sanglote. Et bien entendu, et puis il va lui dire, bon, tu veux partir, eh bien pars, mais je vais te demander un conseil. Je vais te demander un conseil. Et un conseil, puis je vais te dire quelque chose d'important. Et puis il lui a dit, l'heure de la chevalerie est résolument terminée, l'heure des technocrates et des marchands de tapis commence. Oui. Et puis il l'amène à l'aéroport, bien entendu, et le pauvre père, bien entendu, va rejoindre son HLM, lui qui était jadis possesseur de richesses inestimables. Oui. Alors, ça m'a beaucoup impressionné dans toujours cette atmosphère, bien entendu, de désenchantement. Nous, à cette époque, bien entendu, on était nourris de lectures militantes. Bien entendu, ça est de valeur absolue, le beau, le chose. Il y avait aussi un certain romantisme révolutionnaire. Révolutionnaire, il y avait Marx, c'était Fanon, nous c'était Fanon, c'était Marx, c'était chez Guevara. Ça a été nos idoles. Ce roman m'a beaucoup impressionné. Voilà, ces romans-là, bien entendu, m'ont énormément impressionné. Malek Haddad, bien entendu, j'ai beaucoup aimé La Dernière Impression. La Dernière Impression, ce très très beau roman. Qui a été publié en 1958 chez Julliard et qui nous raconte finalement sa vie à Constantine et puis après la décision de rejoindre le maquis avec son frère Bouzid, bien entendu. Il me cite dans le roman d'ailleurs, puisque le groupe va être cerné par l'aviation, par un hélicoptère, oui. Ils seront finalement tous tués ou blessés au combat. Très très beau roman, et puis ça nous montre aussi... Comme tous les romans de Malek Haddad. Oui. L'absurdité de la guerre, Lucia meurt, Lucia qu'il avait aimée meurt, une coopérante qui meurt. Finalement, c'est Constantine à l'heure pas des mimosas, mais des grenades, l'heure des grenades, à l'heure des grenades. Très très beau roman de Malek Haddad, oui. J'ai beaucoup aimé, oui. Alors, j'ai été influencé aussi par, bien entendu, Rachid Boujedra. Alors là, ça a été la révolte. Ça a été incontestablement Boujedra, que j'estime très personnellement un grand écrivain, qui écrit très très bien d'ailleurs. Et Boujedra, c'est sa révolte. Hein, c'est sa révolte, c'est sa... C'est à travers la répudiation, c'est ça? À travers la répudiation en 69, oui, la répudiation, et puis après l'insolation qui a suivi, oui. Cette manière de casser tout, hein, de casser tout. Et finalement de chercher un monde nouveau, hein, un monde nouveau dans un monde qui est impur. Hein. C'est Rachid Boujedra, cette désinvolture aussi dans l'écriture aussi, hein, dans l'écriture et puis cette complicité, Boujedra a une certaine complicité avec son lecteur, il veut qu'il participe à sa nausée, à cette envie de vomir, oui. Il désacralise tout finalement pour trouver un monde meilleur. Et l'autre, bien entendu, qui m'a un peu ordonné, c'est Flaubert, c'est la rigueur de Flaubert. La rigueur de Flaubert, Madame Bovary, que j'enseigne actuellement aussi à Constantine, pour les masters, oui. Flaubert, c'est la rigueur, finalement. Hein, c'est l'écriture sobre, la sobriété de l'écriture, la précision, les mots évocateurs, oui. Et Kateb Yassine. Attendez, oui, je vais vous citer Kateb Yassine. Oui. Vous l'avez déjà oublié? Non, j'ai pas oublié Kateb Yassine. Alors, il y a Céline aussi, Le Voyage au bout de la nuit. Alors là, Céline, avec son Voyage au bout de la nuit, cette désinvolture aussi dans l'écriture, ce héros picaresque, oui, finalement, oui. Et bien entendu, Kateb Yassine. Kateb Yassine venait souvent. J'avais la chance que Kateb Yassine venait souvent à Constantine. Oui. Et
Et un jour, j'écrivais pas en cachette, mais j'avais écrit un roman qui s'appelait, je l'avais achevé d'ailleurs, qui s'appelle Un appel dans le drame, que j'ai égaré malheureusement. Il a disparu, on ne sait pas dans quelles conditions. Il a totalement disparu. Et Malek l'avait donné avant à lire, heureusement, avant à lire à Kateb. D'accord. Il lui a dit, ton neveu a des dons d'écriture. Hein, il fera quelque chose. Après, je ne l'ai plus retrouvé. Ça a été une grande déchirure pour moi de perdre ce roman, ce texte. Et j'ai tenté de le réécrire à travers La Montre religieuse ou Constantine Orsolos. Ça a été très très difficile de l'écrire, oui. Alors bien entendu, Kateb Yassine, Kateb Yassine m'a fasciné. Et quelles étaient les relations entre Kateb Yassine et Malek Haddad? Alors c'était des relations très très amicales, mais aussi heurtées. Hein. Heurtées, oui. Parfois heurtées. Ils se chamaillaient les écritures? Non, pas sur l'écriture. Non. Je pense que c'était... Oui, peut-être sur l'écriture, voilà. Peut-être sur l'écriture. Sur l'écriture... Ils étaient de bons vivants, tous les deux. Ah oui, tout de même, de bons vivants. Ça n'allait pas au coup de poing, non. Ça n'allait pas au coup de poing, non. Ils étaient bons amis, très très bons amis. Et juste à côté, la chance que j'ai eue, très très jeune, parce que mon grand-père m'obligeait à lire tous les classiques français, italiens, russes, on avait la chance d'avoir un personnage magnifique, qui venait en été. À Constantine, c'était Jean Ambrouge. Ah, Jean Ambrouge. Alors là, un personnage grand, élégant, d'une correction, d'une aisance verbale formidable, beau. Et avec Malek, c'était la relation. Et de temps en temps, quand il venait, il m'envoyait, Malek m'écrivait un petit mot, et j'allais frapper à sa porte, qui n'est pas très très loin de notre maison au Faubourg Lamy. Oui. Je lui glissais ce petit mot, il m'a dit que je lisais à peine à cette époque-là. Je lisais à peine ce petit mot, viens boire un coup, viens prendre du café. Il invitait Jean Ambrouge. Il invitait Jean Ambrouge. Et Malek le trouvait délicat, beau, pertinent, tout ça. J'ai eu la chance aussi de connaître Taous, la maman Taous Ambrouge, la sœur de Jean. La sœur de Jean, oui, Taous Ambrouge. Taous, oui. Qui venait assez rarement, mais elle venait. La maman, je n'ai vue qu'une seule fois, Fatma. Fatima, oui. Elle a écrit l'histoire de sa vie, un livre très émouvant. Très émouvant, oui. Et avec Jean et Malek, c'était une complicité amicale. Ils riaient, se bidonnaient, ça veillait jusqu'au matin. Et oui. J'ai des anecdotes un peu. Non, c'est très bien que tu nous dises tout ça. C'est pas très connu. C'est pas très connu. Oui, c'est vrai. C'est les piliers de la littérature algérienne. C'est les piliers, oui. Kateb Yassine, Malek Haddad, Jean Ambrouge, Taous Ambrouge. Oui. Et puis, pour Jean Ambrouge, peu savent que c'est le général de Gaulle qui a demandé à voir Jean Ambrouge pour ces fameuses négociations. Et moi, je cherchais à comprendre, j'étais adolescent à cette époque. Et bien entendu, il avait en face, le général de Gaulle avait en face de lui un homme raffiné, pétri de culture. De très grande culture. De très grande culture. Il avait donc fait déjà les entretiens avec les plus grands écrivains. Les plus grands écrivains, à la radio, à l'RTF. Et bien entendu, paraît-il, le général de Gaulle était fasciné par ce personnage. Exact. Il a dit finalement je ne vais pas donner l'indépendance parce que le premier négociateur, le général de Gaulle, a été, tous les historiens nous disent, il a été très déçu par les premiers. Mais quand il a vu cet homme de lettres, compétent, intelligent, ce n'était pas le coupeur de tête. Non. C'était pas un terroriste, comme on disait à l'époque, n'est-ce pas ? On disait à l'époque, oui. Alors, ça, bien entendu, tout ce milieu-là m'a énormément plu, oui. Et avec Kateb, bien entendu, il passait la nuit. Kateb et Malek passaient la nuit à la maison. Ils passaient la nuit à la maison. Ils parlaient surtout de littérature. Et Kateb, bien entendu, il avait cette fameuse manière d'écrire
sur des feuillets, bien entendu, sur des feuillets. Puis, il écrivait à la maison quand il écrivait, oui, il prenait des notes. Il prenait souvent des notes. Il prenait souvent des notes, oui. Il les ordonnait. Il les ordonnait avec sa petite épingle. Il avait toujours 3 ou 4 personnes. Il avait des épingles. Des épingles, c'est comme ça est né sa nejma. Oui. Sa fameuse nejma qui est née comme ça. Alors c'était des épingles où il y a chapitrage, tous les chapitres étaient plus ou moins mélangés. C'était l'écriture finalement spirale, on peut le lire. Tout à fait, sans chronologie, bien entendu. À la William Faulkner, on peut dire comme ça. Oui. Tout à fait. Ouais. Et donc tu as eu la chance de voir Nejma en chantier. En chantier, oui. Nejma en chantier déjà, oui. C'est extraordinaire. C'était après Nejma. Peut-être la suite, peut-être le polygone. Le polygone étoilé, oui. C'était merveilleux, Et puis aussi, une fois est venu aussi l'ami de Kateb et l'ami de Malek Haddad, ça a été Issiakham. Un grand peintre. Un grand peintre, un grand génie. Oui, ils étaient inséparables avec Kateb. Kateb, inséparable, oui. C'était un peu la belle époque, là. C'était la belle époque. La création, finalement, peut s'en féliciter, bien entendu. Bien sûr. Est-ce que tu peux nous dire un mot de Slimane, donc ton mon grand-père, oui, c'était un grand... Il venait, semble-t-il, de Dra el-Mizan? Il venait de Dra el-Mizan, oui, il venait de Dra el-Mizan. Et chez nous, bien entendu, c'était... mes grands-parents parlaient kabyle. Oui. Slimane et Hamama parlait kabyle, et ma grand-mère parlait kabyle. Ma mère et moi, on parlait français, oui. Et en arabe. Bien sûr. Bien sûr, oui. Et c'était vraiment, c'était des langues franchement sympathiques, très très sympathiques. C'était comme des chants, moi j'écoutais ça, et quand je révisais, que je bachotais dans ma chambre, j'entendais ces parler, ces langues, une musique, c'était langoureux, c'était sympa, c'était franchement sympa, oui. Alors, mais Malek Haddad n'a pas appris le kabyle, ou bien est-ce qu'il le baragouine un petit peu? Non, ça a été notre drame, ça a été notre drame, ça, finalement. C'était le drame de Malek Haddad. Alors, son grand-père, qui est sorti de l'école d'instituteur de la Bouzaréa, bien entendu avec cet esprit rigide de la Troisième République, famille, bien travail, patrie, bien entendu, lui a imposé le français. Oui. Il pensait peut-être que c'était la langue de l'avenir, la langue du progrès, tout ça. Là, oui, bien entendu. Ça a été la langue avec laquelle on pouvait avoir une carrière. Une carrière, probablement. Une véritable carrière, oui. Ça a été son drame de ne pas écrire un roman en arabe. Voilà, c'est ça. Ça a été toujours son drame. Ça a été toujours sa grande... cette quête identitaire l'avait poursuivi. Oui, même si dans ses romans, il y a toujours cette kabylie. Il y a toujours cette... Il parle de l'Akfadou, il parle de la vallée de la Souma. La Souma, bien entendu. Il aimait la kabylie, bien entendu. Il aimait très, très, très souvent. Quand il était à Alger, il s'évadait. Il s'évadait en kabylie. Revoir des traces de sa nativité, de son terroir natal. Oui, c'est toujours la kabylie qui lui revenait à cœur, oui. Il aimait ça. Et qu'est-ce que tu veux que je te dise encore? Et lui, donc, Malek Haddad, si mes informations sont crédibles, il ne rentre pas en Algérie après l'indépendance. Il met un moment pour revenir, n'est-ce pas? Il venait, oui, parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Malek Haddad était en exil à Paris. Oui. C'était l'heure, bien entendu, de la chasse au FLN et la chasse à l'arabe. C'était hôtel. Alors il changeait différemment d'hôtel. Hôtel n'est que hôtel, ma vie. C'est le thème de l'exil qui se prolonge. Et là, avec l'Ashraf, Mostafa l'Ashraf, oui. Et des compagnons, il regagne la Suisse. Bon. Voilà, il regagne la Suisse. Là, il va rentrer au GPRA avec son beau-frère d'ailleurs, Mohamed Yazid. Oui.
il rejoint le GPRA, il sympathise beaucoup avec Fahd Abbas, le président Abbas, bien, qui va l'envoyer, bien entendu, faire 3 fois le tour du monde pour expliquer le malaise algérien. Pour dire ce pays en lutte. En lutte, exactement. Parler de la guerre, le napalm, c'est génocide finalement, c'est génocide. Il en parle déjà un peu dans peut-être la dernière impression. Ce pont qui symbolisait la relation algéro-française doit sauter. Il doit sauter. Il faut sauter. Détruire son pont pour un artiste, c'est détruire un peu sa propre création. D'accord. Tout à fait. Alors, dès le retour, sera, bien entendu, il y avait des forces en présence dès 62. Ils ne rentrent pas tout de suite. Voilà. Ils ne rentrent pas tout de suite. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Il rentre, semble-t-il, après le coup d'État de Oui, il a été interrogé, il a été interrogé, tout ça, parce qu'il était du GPRA, c'est ça, il était du GPRA. Il a eu des ennuis, il a eu quelques ennuis, bien entendu, qui l'ont beaucoup marqué, qui l'ont énormément marqué, oui. Et puis toute cette période-là, ça a été une période assez pénible pour lui parce qu'il était démuni, donc il a trouvé pour moyen pour survivre, subvenir à ses besoins. Il a trouvé le journal Al-Nassr. Il arrive en Algérie. Il arrive en Algérie. Donc il va diriger un peu le département culture du journal Al-Nassr, qui était en langue française. Qui était en langue française, oui. Alors là, de grands noms sont sortis d'ailleurs. Azazga, Ahmed Azazga. Ahmed Azgar. Ahmed Azgar. Ahmed Azgar, grand poète, paix à son âme. Il est plus de ce monde. Oui, il est venu souvent à la maison. C'est un ami intime, c'est un ami assez intime de Malek. De Malek, oui. Et puis il lisait beaucoup, il a formé il donnait des conseils, il formait de jeunes écrivains, de jeunes poètes, des essayistes, il donnait beaucoup de conseils qui sont devenus des grands noms maintenant en littérature. Bien sûr. Des grands noms en littérature maintenant. Est-ce que c'est lui qui lance la revue Promesse? Oui, c'est lui qui va la lancer. C'est lui qui va la lancer. C'est lui qui va la lancer. Alors là, de là, il y a eu le coup d'État de 65. Et là, Malek va... le président Boumedienne, qui est à Constantine, téléphone à la maison. Il téléphone, donc Boumedienne téléphone à Malek Haddad. À Malek Haddad, oui, j'avais pris l'appareil. Ah d'accord. Oui, j'avais pris l'appareil. Malek Haddad se douchait. Il lui a dit il voulait le voir à la wilaya, c'est ça. Il voulait le voir déjà à la wilaya de Constantine, le voir. Il est allé, c'était en été, je pense, il est allé. Et donc c'est toi qui as répondu au président? Ah oui. Ça s'est passé autour des années 65, c'est ça, Oui, 65. Fin 65 peut-être? Oui, fin 65, 66, tout ça là, il y va en tenue de poète. Alors je lui dis, toi le poète, parce qu'il avait une chemise bariolée multicolore, tout ça là. Et là, il apprend que Boumedienne veut le voir à Alger. Ah d'accord. Veut le voir à Alger. C'est là où il va lui proposer, avec Taleb, le poste de conseiller. D'accord. Donc il sera conseiller à la présidence? Non, il sera conseiller au ministère de l'Information. Au ministère de l'Information, d'accord. Au ministère de l'Information, d'accord. Oui. Donc là, c'est avant qu'il l'intègre à Nasr ou bien il était déjà à Nasr? Non, il quitte Nasr. Il quitte Nasr. Oui, par la suite, il quitte Nasr, oui. Il quitte Nasr, il déménage sur Alger, il se remarie. Oui. Il se remarie. Il a eu un beau garçon, Nadim, qui est aussi poète comme son père, qui écrit aussi. Ah, il écrit aussi. Il écrit aussi, de famille, il écrit un peu. Dans les gènes, il écrit un peu, oui. Et de là, il va vivre sa vie à Alger. Là, il devient pratiquement un officiel, officiel de l'État, n'est-ce pas? Oui. Mais il restera pas finalement longtemps. Il ne restera pas longtemps, puisqu'après, il va rejoindre l'Union des écrivains algériens, où il va devenir secrétaire général. D'accord. L'Union des écrivains algériens. Mais malheureusement, il va mourir jeune. Il meurt le 2 juin 1978 à l'hôpital Mustapha. À l'hôpital Mustapha, oui. Ça a été des moments extrêmement pénibles pour nous.
d'assister, d'abord de le voir comme ça, cette déchéance d'abord physique, ce corps qui maigrit de jour en jour, ses yeux qui s'éteignent, oui, et puis ces yeux qui... oui. Mais il nous reconnaissait tous, il nous reconnaît tous, il nous a tous reconnus d'ailleurs, oui. Oui. Tous les grands artistes ont été le voir. Sont allés lui rendre visite, bien sûr. Visite, oui. Oui. Et il sera enterré où, Malek Haddad? Il sera enterré à Constantine. Il sera enterré à Constantine. Il sera enterré à Constantine. Oui. Son vœu a été qu'il soit enterré à Jebel Wash. C'est à quelques kilomètres. Oui, à quelques kilomètres de Constantine. Oui, son vœu n'a pas malheureusement été exaucé, mais je pense qu'on va essayer de l'exaucer, oui. À Constantine, oui. On fait juste une petite pause et on revient au débat. Oui, d'accord. On revient donc au débat avec l'écrivain Jamal Ali Khouja, donc qui a publié entre autres Constantine l'ensorceleuse et encore Le temps suspendu. Donc on a parlé de Malek Haddad qui t'a beaucoup influencé, bien sûr. Oui. Hein. Malek Haddad qui a parlé de Constantine, de la vallée de la Soumam, de l'Akfadou. Et toi, tu es parti un peu sur ces mêmes chemins puisque tu racontes à travers un roman Constantine, hein, la vieille Sirta. Hein, Constantine est cette ville un peu qui nous fuit toujours, hein, oui, qui est très belle, n'est-ce pas? Très bien, c'est une ville très très belle, elle est ensorceleuse. Oui. C'est une ville mythique, oui. Et c'est Malek, bien entendu, qui m'a appris d'abord à la regarder. Pour aimer, il faut savoir la regarder, la toucher, l'aimer aussi. Et mes personnages, bien entendu, évoluent dans cette ville, hein, dans cette ville de Constantine. Et le personnage central, c'est dans la menthe religieuse et dans Constantine l'ensorceleuse, est un personnage, est un anti-héros. Hein, c'est Aziz? Aziz, cet anti-héros de conditions modestes et qui cherche à refaire, bien entendu, le monde. Oui. Il cherche à le transformer. Et bien entendu, mon intention, ce n'était pas de plaire, mais de choquer. Hein. Mon intention était d'abord de choquer, comme l'a fait un peu Rachid Boujedra dans la réputation et de transmettre un peu comme par contagion ma nausée, mon envie de vomir, oui. Ton marasme peut-être par rapport à ce qui se passait dans le pays. Dans le pays, voilà. Ce désenchantement aussi. Voilà, ce désenchantement, oui. Et puis c'est lendemain, bien entendu, qui ne chante pas. C'est le temps, pas de l'amour, mais le temps de l'amertume, le temps des regrets, hein, le temps des regrets. Et alors, bien entendu, dans ce roman, la langue devient légèrement, ou plutôt le vocabulaire devient un peu vulgaire, cru, très cru parfois. Et bien entendu, il faut savoir que le héros est un jeune idéaliste. Oui. Peut-être qu'il rêve un peu trop, hein, il rêve un peu trop d'un monde meilleur devant une réalité, bien entendu, bien décevante, dégradée, pour ne pas dire pourrie. Et bien entendu, on peut dire que tout s'en va, hein, tout s'en va. Il ne retrouve rien, plus rien, ni ses repères, il ne retrouve plus rien du tout. Hein. Et alors le héros, bien entendu, comme dans les romans africains, ne marche pas, Constantine, hein, mais il déambule. Hein, il déambule dans la ville, dans ces deux romans, et il maudit, il vocifère hein, dans cette ville circulaire où il se sent, bien entendu, piégé. Alors, ce héros, bien entendu, il est anticonformiste, il est iconoclaste, il n'est pas anticlérical, hein, parce qu'il croit en Dieu quand même, le héros. Oui. Mais il lutte contre toutes les formes d'enfermement ou d'aliénation. Et il est pris dans une spirale, et puis peu à peu, tout se dégrade, et parallèlement à ça, il perd
il perd, pas ses repères, mais il perd des amis. Puis il perd le docteur Mahmoud qui décide de partir en France parce qu'il ne peut plus travailler ici. On ne le laisse pas travailler. Malika, sa fiancée, celle qu'il aimait, bien entendu, celle qu'il aimait, elle descend les chemins du théâtre pour aller vers les quartiers réservés, se prostituer pour vivre. L'horloge de la ville de Constantine s'arrête, c'est le temps qui s'arrête. C'est le temps qui s'est arrêté dans cette ville. J'avais écrit une nouvelle, d'ailleurs, Dieu s'est-il arrêté à Constantine à cette époque-là. Et donc, sa copine d'enfance, bien entendu, Mahmoud s'exile. Assia, finalement, le seul repère, c'était avec cet universitaire. Assia qui était à Alger. Quand il va la voir, bien entendu, le chapitre, la fin, c'est une fin tragique. Son père le fait entrer, Aziz monte. Déjà, il était un peu, lui, déjà fatigué. Le personnage était déjà un peu fatigué. Oui. Puis, il voit Assia mourante, finalement. Elle agonisait. Elle est morte d'une leucémie. Donc, et bien entendu, le héros, bien entendu, agonise dans cette ville. Hein. Ça, c'est les années 72, 73 ? Non, c'est pas. Oui, c'est les années 60. Disons les années 60-70. C'est les années 60-70. C'est les années 60-70. 73 aussi, oui, bien entendu, oui. C'est les années 73, vous avez bien raison. Oui, tu écris, il avait fait 38 degrés à l'ombre à midi ce 2 juillet 1972. Hein, et il fait chaud à Constantine. Oui, très chaud. Très, très chaud, oui. C'est un torride d'été. C'est un torride d'été. Et bien entendu, que je voulais vous dire, oui. Et. C'est-à-dire ce marasme, est-ce qu'il est dû à ce système qui déjà est dans le système du parti unique, où les libertés sont largement rétrécies? Rétrécies, bien entendu, oui. Toutes ces libertés qui se rétrécissent, bien entendu. Il y a le marasme aussi, économique, mais c'est surtout cette atmosphère dans ce marasme d'euphorie qu'on trouve. Hein. Ces musiques qu'on mettait devant le théâtre de Constantine, qui diffusait de la musique, hein, c'était une période assez pernicieuse aussi, oui. Et le temps semble s'arrêter dans cette ville, bien entendu, qui se veut coquette. C'est une ville, Constantine, qui se pavane et qui incite à l'amour. Alors la première perception de la ville de Constantine a été perçue comme une ville charnelle, faite de sang faite de chair et de sang, oui. Et à cela, bien entendu, Parlement, il va avoir toute cette violence verbale dans les deux romans, hein, cette violence verbale. Et donc ce roman, Jamal Ali Khouja, est sorti aux éditions Snod, c'est des éditions étatiques, La Montre religieuse. Et comment a été accueilli ce livre par la presse algérienne à cette époque-là? Très très fort. Alors vraiment, on m'a massacré. Traître, même les rapports de lecture décevants, surtout quand vous savez que ça a été fait par quelqu'un. Bon bref, des rapports décevants, on m'a traité d'être on t'a carrément traité de traître pour un roman. C'est assez fort. Ah oui, ce n'est qu'une fiction. Fiction, anti-algérien, anti-chose. Bon. Et j'écrivais toujours, hein, ça m'a pas. J'ai continué à écrire. Mais disons-le quand même, c'était osé quand même que la SNED publie le roman. Le roman, oui. Parce qu'il y avait de la censure à cette époque-là. Oui, bien entendu, il y avait de la censure à cette époque-là. Bon, alors je vais te donner un petit cas. Bon, j'étais un peu inquiété à cette époque-là. Et puis, moi, on me téléphone d'Alger, un proche, et puis Jamel, mais qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça écrit, tout ça? Il m'a dit, le livre est à l'information. Au ministère de l'Information. Bon, il y a une grande personnalité, je ne sais pas si je peux dire le nom. Non, tu peux dire tout ce que tu veux. Et puis, Malek, ici, la parole Malek, il m'a dit, j'écris toujours, oui, je lui dis, j'écris chose, et puis j'ai un autre livre, je vais le donner récemment, parce que moi j'avais un projet de faire une trilogie déjà. Oui, bien sûr. La Montre religieuse, il y avait Le Temps de l'oiseau, puis après Le Temps suspendu. Oui, d'accord. Là. Et bien entendu, une grande personnalité algérienne a lu le roman. Oui.
Et il a dit à Malek, ce roman-là ne peut pas déranger, ne peut pas déranger un moustique ou une mouche. Donc, alhamdoulilah. Voilà. Hein, voilà. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Les problèmes sont venus après pour publier. Pour publier d'autres livres. Le deuxième roman, alors le temps de l'oiseau, qui est resté quelques années dans les archives, et puis un jour on me convoque, il m'a dit on a perdu ton roman. Ah bon, comment on l'a perdu? Et on fouille, on le retrouve sur un étalage poussiéreux, je l'ai reconnu, à la forme d'écriture, tout ça. Et puis on m'a dit, voilà, il faut faire des modifications, tout ça, modifier. Voilà. Je l'ai laissé dans le tiroir pendant 30 ans. 30 ans, et je l'ai repris avec le temps suspendu, remanié, bien entendu, de ma manière, avec le temps suspendu. Ouais. Ça a été assez. Ce sont des histoires assez cocasses, quand même. Ce sont des témoignages sur cette époque aussi. C'était des témoignages, sur cette époque, bien entendu. Oui. C'était le parti unique, mais il y avait quand même des fenêtres qui s'ouvraient sur le plan culturel. Très bien. Là, il ne faut pas aussi dénigrer, bien entendu. Il y avait par exemple El Moujahid culturel qui passait des nouvelles. Il y avait Algérie Actualité. Oui. Avec des grands reporters, des grands journalistes. Moi, je l'ai connu. Mon ami, ça a été Tardjaout. Paix à son âme, oui, Tardjaout, bien sûr. Je l'ai bien connu. Il est venu d'ailleurs 2 ans avant sa mort à Constantine. Il aimait beaucoup Constantine. Il avait beaucoup d'amis à Constantine, tout à fait. Oui. Et qu'est-ce que je voulais te dire? Oui, il y avait bien entendu, mais il faut bien comprendre aussi, après, en réfléchissant un peu, que la décolonisation, il faut du temps pour se décoloniser, bien entendu. On ne peut pas redresser un pays comme ça. Il n'y avait rien. Il y avait, en 62, il y avait même pas une dizaine de professeurs de médecine. Il n'y avait pas d'enseignants. C'est bien entendu dénigrer, mais il faut trouver aussi des solutions. D'accord. Tout à fait. Il faut trouver aussi des solutions. Et donc, pour le temps suspendu, c'est un peu une suite de Constantine l'ensorceleuse? Oui, c'est une suite de Constantine oui. Et alors, c'est une suite de... Bref. Oui, c'est une suite de tableaux de la vie algérienne et constantinoise. C'est les premières années de l'indépendance. La guerre de libération est terminée, bien entendu. Mais elle reste discrètement présente. Et ce n'est plus la période française, mais des Français qui sont là. Il y a des Français qui sont là. Ce sont ceux qui sont restés et ceux qui arrivent, les pieds rouges. Oui, c'est des Français qui sont restés assez longtemps, c'est des silhouettes, des personnages silhouettes qui sont là. Ils savent pas que sera demain. Qui vivent finalement en bonne entente avec les Algériens qu'ils ont connus. Alors le socialisme n'est pas encore arrivé. Oui. Alors c'est ce temps intermédiaire, c'est ce temps d'attente et ce temps suspendu finalement. L'attente est souvent présente dans l'œuvre de Malek Haddad, qui écrit cette belle phrase dans Le quai aux fleurs ne répond plus. En quelque sorte, il nous dit l'attente est le seul véritable grand voyage. Oui, c'est beau. C'est beau, oui, l'attente, oui. Est-ce qu'aujourd'hui, l'Algérie est en attente? Tu nous viens d'Algérie, tu viens de Constantine. Est-ce qu'il y a cette attente ou est-ce qu'on sait ce qu'on attend aujourd'hui? Non, on ne sait pas. On ne sait pas ce qu'on attend. On ne sait pas ce qu'on attend, c'est ça. On est passé par plusieurs expériences, on est passé par une guerre civile. Il y a beaucoup d'argent maintenant en Algérie, il y a le pétrole et le gaz, mais est-ce qu'on s'en sert vraiment bien? Est-ce qu'on sait ce qu'on veut? Et il nous semble que c'est un peu flou, n'est-ce pas? C'est un peu flou, oui. C'est un flou. Ce n'est pas clair, ce n'est pas clair, oui. C'est vrai. Mais quand même, il y a des choses qui se font. Oui, il y a des choses qui se font. Ne voyons pas les choses seulement en noir, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, des choses qui se font. Il y a beaucoup de jeunes qui sont prêts à faire de belles choses. De belles choses, bien entendu. Il y a de bonnes intentions. Il y a l'université, il y a des intelligences. Bien sûr, oui. Et la vie culturelle aujourd'hui à Constantine, comment elle se manifeste? Mis à part un peu l'éditeur Média Plus, qui avait réédité Malek Haddad pratiquement. Oui, il a réédité Malek Haddad, toute l'œuvre de Malek Haddad. Est-ce que les jeunes redécouvrent aujourd'hui l'œuvre de Malek Haddad? Oui. Est-ce qu'ils le lisent? Il est aussi traduit en langue arabe. Il est traduit en langue arabe et puis il y a beaucoup de thèses de magistère et de master.
Sur son œuvre? Sur son œuvre, oui. Sur son œuvre, oui. Donc toi, tu es aujourd'hui à l'université de Constantine, donc oui. Professeur de littérature. Les jeunes étudiants, qui les intéresse en tant qu'écrivain en général? Je parle pour les écrivains de langue française, bien sûr. Oui. Peut-être Kateb Yassine. Il y a Kateb Yassine, bien entendu. Il y a Malek Haddad, il y a la jeune génération, la nouvelle génération. Lesquels, par exemple? Des années 2000, il y a Boujedra qui les intéresse aussi. Oui. Rachid Boujedra, donc vous ne voulez pas Rachid Boujedra. Il y a Bachi. Salim Bachi, oui. qui est de la région, je crois. Qui est de la région de Annaba, oui. De Annaba, oui. De Bonn, oui. Voilà. Ils sont intéressés, oui, mais le drame, c'est que nos étudiants, peut-être à cause de l'Internet, peut-être à cause d'autres choses, lisent peu. Ah, ils lisent peu. Ils lisent peu, c'est dommage. C'est dommage. Ils lisent peu, oui, ils lisent peu. Ils lisent peu. C'est ça le drame. Le drame. Je dis souvent à mes étudiants de lire, je leur dis, vous n'allez pas avoir votre diplôme de master sans avoir lu un roman. Oui. Ouais, ça c'est grave, ça c'est extrêmement grave. Ce serait grave, bien sûr, avoir des diplômes si on n'a jamais lu un roman. Un roman, ça c'est extrêmement grave, oui. Mais il s'y force quand même, il s'y force. Est-ce qu'il y a des étudiants qui tentent d'écrire en langue française aujourd'hui à Constantine? Oui, il y en a. Il y a des jeunes qui s'essaient à l'écriture, oui, à l'écriture. Moi, on me demande souvent conseil, me demande souvent conseil, oui. Je les lis, je les corrige. La poésie, il commence par la poésie, après c'est la nouvelle. Franchement, c'est le cheminement classique. Oui, c'est le cheminement exactement classique, oui, classique, oui. Classique. La nouvelle est un genre difficile. Difficile, assez difficile. Mais quand même. Oui, non, et ça fait plaisir. On transite vers le roman. Et ça fait plaisir, ou bien des étudiantes ou des étudiants qui disent, monsieur, j'ai écrit de la poésie. Je dis, c'est très très bien. C'est par là qu'il faut passer. Toi-même, tu es passé par la nouvelle. Hein. Tu as écrit beaucoup de nouvelles. J'ai écrit beaucoup de nouvelles, oui. Je suis passé un peu par la poésie et après, directement par la nouvelle, oui. Des nouvelles qui ont paru dans les... Elles sont parues dans la presse algérienne. Est-ce que tu te souviens de ta première nouvelle publiée? Oui, ma première nouvelle publiée, c'était Un jeune homme dans la ville de Constantine. Un jeune homme dans la ville, c'était le titre? Ah oui, je crois. C'est un beau titre. C'est paru dans quelle publication? Al-Nassr. Al-Nassr. Oui. Donc quand il était en langue française, bien sûr. Quand il était en langue... Je rappelle qu'aujourd'hui, il était en langue française, oui. J'avais publié aussi à Algérie Actualité, Dieu s'est arrêté à Constantine. Dieu s'est arrêté à Constantine. Oui. Et c'était publié dans Algérie Actualité. Oui, ça n'a pas été censuré? Non, c'est passé. Il y avait Tarjaout, parce que je fréquentais un peu ce milieu. Oui. J'allais souvent à Alger avec Malek, je fréquentais ce milieu journalistique, oui. Il m'a dit bravo, hein, bravo. Alors, c'est passé à la limite. Oui, c'est passé quand même. C'était limite, mais c'est passé. C'est passé quand même. Et ça fait un choc, oui. Et puis là, franchement, tu sais que mon premier bouquin, avant qu'il me coupe les ailes, oui. on ne pas laisser publier, bien entendu, les 3000 exemplaires se sont vendus en 15 jours. Ah, c'est magnifique. C'est magnifique. Et je me présente à la... De Constantine, je fais un saut sur Alger pour avoir la montre religieuse, l'avoir en main. Et je vais à une bibliothèque d'Alger, je vois une dame, et je dis, monsieur, je voudrais la montre religieuse. Et la dame qui me pointe au nez me dit, c'est toi, Jamal Khoja. Elle m'a dit, sous la table, vous l'avez dit, sous la table. Sous la table. Sous la table, je me rappelle que Dieu, si elle se reconnaît, je voudrais bien la connaître, et leur faire des bisous. Et elle me dit, c'est toi l'auteur, je lui dis, j'en voudrais 5. Elle m'en a donné 2, elle m'a dit non, 2. 5000 exemplaires sont vendus. Ah, ils sont vendus à... Oui, ça c'est bien vendu, alhamdoulilah. Ça c'est bien vendu. Oui. Est-ce que tu penses à rééditer le livre en Algérie? Parce qu'effectivement, il est ressorti en France aux éditions du Panthéon. Oui, je pense. Mais ça serait bien peut-être que tu le republies en Algérie. Oui, je vais le republier. Chez un éditeur algérien. Oui. Je pense, oui, je vais le faire. Qu'est-ce que tu penses aujourd'hui des éditeurs algériens? Il y en a quand même beaucoup aujourd'hui, hein, des privés bien sûr. Oui, ils sont bons. Balzar fait du très bon travail. Casbah aussi. Casbah, édition Casbah, très bien, avec mon ami Mouloud Dachour.
Oui, oui, Mouloud Achour, qui est toujours, que nous toujours très bien, que je salue. Bien entendu, ils font du très très bon travail, de la très très bonne. Mouloud Achour, tu l'avais connu à l'époque où il dirigeait le Al-Moujahid culturel ou pas? Parce qu'il avait dirigé pendant des années. Ah oui, je l'ai connu aussi. Oui, je l'ai connu. Mouloud Achour, je l'ai connu. C'est lui qui a fait venir Taharjaout. Oui, culturel, oui. Mouloud Achour, je l'ai connu dès les années 67-68, oui, on est resté amis jusqu'à maintenant. Oui. Oui, c'est un vrai gentleman, tout à fait. Il est toujours à l'écoute de l'autre, n'est-ce pas? Il avait écrit aussi, lui aussi, beaucoup de nouvelles. De nouvelles, bien entendu, oui. Il avait commencé par les nouvelles. Les nouvelles, bien entendu, oui. Ah oui, et puis il a une très très bonne écriture, et puis on sent la terre algérienne, la terre kabyle, la terre algérienne. Tout à fait. Et en tant que professeur, comment tu vois aujourd'hui cette littérature algérienne, à travers peut-être ces différentes expressions, différentes langues? Il y a aujourd'hui beaucoup d'écrivains qui écrivent en tamazir. Tamazir en berbère, oui, bien entendu. C'est bon, c'est une langue arabe et en langue française. Ah oui, très bien. Et je te garantis que cette production nous étonne. Elle nous étonne, franchement, elle nous étonne, parce qu'il y a de beaux écrits, il y a de très bonnes nouvelles, il y a de très très bons romans. Il y a de très très belles aussi traductions, il faut penser aux traducteurs, il y a de très bonnes traductions. Non, franchement, elle nous étonne. Et en langue française, alors Jamel Ali Khouja, on avait dit à un moment donné que les écrivains de langue française allaient se tarir, entre guillemets, à un moment donné. Oui, mais tu te souviens, cette époque-là de l'arabisation. Oui, il se trouve que maintenant, on a beaucoup d'écrivains de langue française. Oui, bien entendu. Malgré l'arabisation de l'école aussi. Oui, c'était une idée d'abord de France Fanon. C'était une idée de France Fanon qui sera reprise après par Malak Haddad. France Fanon disait que peu à peu, les pays qui seront libérés du joug colonial retrouveront leur identité, leur langue, leurs coutumes, leurs mœurs, leur folklore, bien entendu, et s'essayeront en langue maternelle, en langue arabe ou en langue berbère. Tout à fait normal. Mais ce qui s'est passé, que la langue berbère, elle a été longtemps quand même opprimée. Bien entendu. Bien entendu. Alors que c'est une richesse. Une richesse inestimable. Bien entendu, une richesse inestimable. On ne peut pas handicaper un patrimoine de cette manière. Bien entendu, je suis d'accord avec toi. La langue berbère elle-même était parlée dans Constantine. Dans Constantine, bien entendu, bien sûr. Il y avait de nombreuses familles qui parlaient le berbère, bien entendu, oui. Et puis donc c'est pas loin du pays chaoui, qui est complètement berbère. Berbère, bien sûr. Oui, il y a les Jaurès, il faut penser aux Jaurès, il y a après le sud. Tout à fait. Oui. Et aujourd'hui, est-ce que en Algérie, cette problématique des langues, aujourd'hui, ne pose plus problème? Parce qu'à un moment donné, on a eu, par exemple, dans les années 70, cet affrontement entre les arabophones et les francophones, c'était violent, c'était parfois violent dans les universités. Dans les journaux aussi. Dans les journaux, dans les universités, ça a été parfois violent. Il y a eu des blessés. Il y a eu de nombreux blessés, mais non. Maintenant, personne n'est choqué. On peut parler en kabyle, en chaoui, tout ça, personne n'est étonné. C'est comme dans le métro parisien. Voilà. Différentes langues, personne n'est choqué. En réalité, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, non, il n'y a pas de problème, non, pas du tout. Non. Ça, c'était une bonne chose quand même. Et toujours est-il que cette langue berbère n'est pas officielle en Algérie. Elle est au Maroc. Elle est officielle. Est-ce que ton souhait serait qu'elle soit aussi officielle? Oui, c'est mon souhait. Pour que peut-être bien sûr. Elle soit développée et qu'elle soit offerte à tous les Algériens. À tous les Algériens, bien entendu. À tous les Algériens, oui, qu'on la développe, bien entendu. Oui, je suis totalement d'accord. Donc il y a quand même des avancées, puisqu'il y a des avancées. Il y a plus tabou des langues, il n'y a plus ce tabou des langues. Peut-être qu'il y a moins de clivage. Il y a moins de clivage, entre cette intelligentsia algérienne qui s'est battue à un moment donné, peut-être pour des futilités, parce qu'il y avait de la place, il y a de la place pour tout le monde, bien entendu, oui. Je suis d'accord avec toi. D'accord. Et donc, tu m'avais parlé tout à l'heure d'un projet de roman qui s'appelle Un brûlant été. Oui, c'est une sorte de saga. Alors, qu'est-ce que sera ce livre? Ce livre, c'est un roman que j'ai achevé. J'en suis aux corrections. Oui. C'est un roman qui a à peu près 600 pages.
Ah, quand même. Quand même, c'est important. C'est important. Un gros roman, alors. Oui, et j'ai focalisé ça sur l'année 1957. Ah, 57. Et ça se déroule où? Ça se déroule, une grande partie ne se passe pas à Constantine, contrairement à ce qu'on voit, elle se passe à Alger. À Alger, d'accord. Donc c'est la guerre. Hein, c'est la guerre, oui. La bataille d'Alger. La bataille d'Alger, et c'est une saga qui va de 57 à 2000. Hein. À 2010. Ah, c'est un voyage dans le temps. Un voyage dans le temps. Un grand voyage dans le temps. Avec des dizaines de personnages. Oui, des dizaines de personnages. Oui. C'est une grande aventure humaine. J'espère, Jamal Ali Khouja, qu'il sera bientôt publié ce livre. Inch'Allah, oui. Parce que nous n'avons pas, contrairement à ce qu'en pensent beaucoup d'écrivains, et il est impératif quand même que nous témoignions tous sur ce vécu algérien, sur ces errances multiples de ce pays en construction, bien sûr. Oui. C'est beau. Et malheureusement, on arrive à la fin de l'émission. Peut-être qu'on a oublié quelque chose, Jamal Ali Khouja? Non. Ou un dernier mot, je ne sais pas. Un dernier mot. En ce moment, j'écris mon journal. C'est très bien. Oui, j'écris le journal. Manière de... Et tu as commencé à l'écrire depuis quand? Eh bien, j'ai commencé le mardi 2 octobre 2012. Eh bien, bonne continuation. Voilà. On attend aussi la publication de ce journal. Je te dis merci d'être passé par Graffiti, par Berbère Télévision. C'est moi qui te remercie. Et bonne continuation dans tout ce que tu fais. Merci beaucoup, ce que ça fait pour moi. Et je remercie l'émission. Je t'en prie. Vous aussi, mes amis, je vous dis merci de nous avoir écoutés. Merci de nous avoir entendus. Prenez soin de vous. Portez-vous bien. Au revoir.